Bonjour à tous pour ce premier webinaire jeudi de la FGC de la rentrée 2024. Aujourd'hui, au programme un sujet sur rénovation d'ouvrages, donc le pont de Mauves en Loire-Atlantique, qui a déjà fait l'objet d'une journée avec visite technique il y a quelques mois, dans une phase précédente du chantier, mais ils vous expliqueront tout ça. Aujourd'hui, je crois qu'on parlera plus des fondations, mais sans doute aussi du programme général de l'ouvrage. Mais donc, c'est intéressant dans la variété des sujets qu'on essaie de mettre en scène pour ces webinaires. Avant de passer la parole à Benoît Poulain, qui représente la délégation Grand Ouest, deux petits mots pour vous dire que les prochains webinaires, vous pouvez les retrouver, le programme, sur la page d'accueil du site de la FGC. Le 3 octobre, on aura une session sur le programme des petits réacteurs nucléaires, avec quelqu'un d'EDF. C'est un peu chaotique, si j'ai bien compris, mais ça vous donnera une idée un peu de ce qui se trame dans les enjeux de ce marché spécifique et des liens possibles avec le génie civil. Ensuite, au mois de novembre, on a une session sur le- les opérations coup de poing de la SNCF, le déplacement de gros colis sur un week-end ou des choses comme ça par Jean-Marie Brito et Frédéric Bureau. Et puis on finira l'année avec une session sur les ponts intégraux, donc avec le CEREMA et Bertrand Lee, qui présente l'ingénierie côté suisse. Les Suisses ont beaucoup travaillé sur les ponts intégraux et ça sera donc intéressant. Le programme 2025, il y a déjà des esquisses, mais on n'est pas encore calé. Donc, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous proposer, ça sera toujours intéressant. Donc, tous ces webinaires, vous pouvez les retrouver en replay sur le site de la FGC. Et vous pouvez même, si vous avez envie de voir un peu ce qui s'est passé dans l'actualité récente de l'association, on a fait un post que vous allez trouver sur la page d'actualité, euh, qui s'appelle Lecture et découverte sur le site AFGC. Vous retrouvez un peu pas mal de choses. Ça vous permettra de vous familiariser avec la navigation sur le site, avec en particulier les comptes rendus des journées sur le viaduc des Rochers Noirs et le pont de Sézy, sur les visites de la commission Histoire Patrimoine sur le phare de Cordouan, sur le viaduc des Fades. Je vous encourage à regarder euh, les, euh, les, les diaporamas présentés sur le viaduc des Fades et surtout les viaducs ferroviaires en Auvergne, qui sont vraiment remarquables et certains totalement méconnus. Et puis, bon, bah, les webinaires et les dernières fiches Histoire et Patrimoine. Donc, vous trouverez tout ça dans un post précis qui vous permet avec les liens pour aller sur les pages correspondantes. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Benoît Poulain, non sans dire un petit mot, parce que beaucoup d'entre vous doivent connaître Christian Tessier, qui était donc le président de la délégation Grand Ouest de la FJC, qui prend sa retraite dans les prochains jours, et donc je charge Benoît, qui doit le voir demain, je crois, dans une réunion de boulot, de le remercier vivement au nom de toute la FGC, de tous les membres de la FGC, pour tout le travail qu'il a pu accomplir pour promouvoir l'association. Donc Benoît, à toi pour nous parler de la délégation Grand Ouest. Bien, bonjour à tous et à toutes. Benoît Poulain, donc CEREMA, donc membre du bureau de la délégation Grand Ouest de la FGC. Donc, avant de laisser la parole à Thibaut Pantier, Pierre Quentin, du conseil départemental de Loire-Atlantique, juste une rapide présentation de notre délégation. Donc déjà la zone d'action, donc les régions qui sont couvertes, donc vous avez la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Le bureau est constitué de 11 membres, donc vous pourrez retrouver tous les membres du bureau sur le site, hein, sur la page de la délégation. Et puis on organise 2 à 3 rencontres techniques par an. Alors les particularités de notre délégation, ben, on dispose d'une grande façade maritime, hein, depuis la Seine-Maritime jusqu'à la Vendée, et donc sur laquelle on retrouve ben, à la fois des ports militaires et 2 grands ports civils. Et puis également, sur ces 3 régions, on a vraiment un patrimoine ancien très important, et dont notamment de nombreux ouvrages sur la Loire. Et on aura un exemple, bien sûr, tout à l'heure. Un peu de contexte de la délégation et les actions en cours du bureau. Donc, depuis quelque temps, on essaie de faire la promotion de l'FGC auprès
des étudiants dans le cadre d'interventions que l'on peut avoir les uns les autres auprès d'établissements d'enseignement supérieur. Et pour nous aider à cela, on a également commencé à établir à réaliser un recensement des établissements, voilà, qui nous sert de support pour cette promotion. Les pages de la délégation ont été un petit peu mises à jour, voilà, un petit peu ont évolué, on essaie de les dynamiser un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, vous retrouvez le lien sur la présentation. Également, donc, le souhait, c'est d'associer plus de gestionnaires d'ouvrages d'art aux travaux de la FGC. Donc, c'est pour ça qu'on a pu organiser des journées en collaboration avec les conférences techniques territoriales. Alors, si vous ne connaissez pas bien, c'est ce qui reprend en fait anciennement les COTITA. Donc, la journée technique organisée à Meaux était dans ce cadre-là. Et puis prochainement, une journée organisée à Rouen, donc également avec les conférences techniques territoriales. Et puis, Didier vous en a parlé, donc réorganisation en cours au niveau de la délégation avec le départ de Christian Tessier et qui donc va être remplacé au niveau de la présidence par Gaël Leblois. Nos dernières activités, donc les journées techniques organisées en 2023. Alors déjà, 2 journées qui sont en fait des déclinaisons locales de journées nationales, hein, avec la restitution des travaux du projet national Perdub, et puis une journée sur bien prescrire les bétons. Et enfin, 3 journées associées à des visites d'ouvrages. Donc, à Erquy, c'était un petit peu général sur les œuvres de Louis Harel Delanoë. En octobre, une journée sur la requalification du barrage de Viauront en Loire-Atlantique. Et puis, donc, en novembre dernier, donc une journée sur le confortement des fondations des ponts métalliques de Maux-sur-Loire. Donc, une journée qui a eu un franc succès avec près d'une centaine de participants. Donc, comme je l'évoquais, c'était organisé donc, en collaboration avec les conférences techniques territoriales et puis donc, le conseil départemental de Loire-Atlantique, toujours dans cet objectif voilà, de promouvoir la FGC auprès des gestionnaires d'ouvrages. Au-delà des travaux qui étaient en cours et qui ont fait l'objet de la visite donc, sur le confortement des fondations, la matinée d'exposé a permis également de découvrir le projet global de réhabilitation de cet ouvrage. Et également d'aborder un petit peu les aspects historiques et patrimoniaux avec l'intervention de l'association Mauve Histoire. Et puis enfin, le conseil départemental a présenté sa façon d'aborder la gestion d'un ouvrage de ce type ancien. Nos prochaines rencontres, donc très prochainement, donc la semaine prochaine à Rouen, sur la construction des ouvrages d'accès au pont Flaubert. Donc journée organisée aussi avec les conférences techniques territoriales. Et puis en octobre, à Brest, la déconstruction de l'épi de la Grande Rivière, dans la base militaire. Et enfin, en novembre, avec le SNBPE, donc une journée sur les réponses du béton en lien avec la réglementation environnementale. Donc tout ça, n'hésitez pas à aller sur le site et vous pouvez vous inscrire à ces journées. Vous trouvez ça dans la partie événements de la délégation Grand Ouest. Quelques perspectives pour l'année prochaine. Alors, les dates ne sont pas encore calées, mais voilà, un petit peu la période. Alors, c'est très breton, hein, mais bon, c'est au gré des chantiers disponibles. Donc, à Brest, les aménagements d'ouvrages pour l'accueil de la seconde ligne de tramway. À Roscoff, la réparation de l'estacade, donc c'est la photo que vous voyez. Et puis, la construction de la passerelle de la gare à Vannes. Et enfin, donc les journées câbles 2025, donc organisées par l'FGC, l'UGE et le CEREMA. Donc elles auront lieu à Nantes le 1er et le 2 avril. Donc voilà, vous avez le lien pour avoir toutes les infos concernant ces journées. Et les inscriptions seront ouvertes très prochainement, en tout cas d'ici la fin du mois. Voilà, donc merci pour votre attention. Je reprends la parole juste 30 secondes j'ai oublié de vous dire que si vous avez des questions à poser, vous pouvez les mettre sur le fil de discussion. Et puis, on vous passe la parole à la fin de l'exposé du conseil départemental pour vous passer la parole et aussi poser des questions en direct. Merci. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je prends donc la suite. Donc, je me présente Thibaut Pantier. Moi, je suis responsable du service ouvrage d'art au département Loire-Atlantique. Et donc, il nous a été proposé de vous faire une présentation ce jour sur
un programme particulier qui est en cours de travaux. Et donc, il nous est donné l'occasion de parler de ça pendant 45 minutes, étant quand même entendu, et donc Benoît Poulain le rappelait, que ce programme a fait l'objet d'une présentation en novembre l'année dernière, d'une journée complète. Donc, on va essayer de synthétiser pas mal de sujets en 45 minutes. Il y aura un temps de questions-réponses, évidemment, Didier Brasilier l'a évoqué, mais n'hésitez surtout pas, suite à cette présentation, à revenir vers nous via l'FGC, évidemment, mais aussi, voilà, si vous avez nos coordonnées au département, s'il y avait des questions voilà, plus technologiques, plus globales sur ce portage de projet. On va faire cette présentation à deux voix. Je laisserai Pierre Quentin se présenter quand il prendra la parole. En tout cas, voilà, Pierre est en charge de l'activité gestion patrimoniale des franchissements de Loire, et je vais revenir un petit peu déjà sur un propos de préambule, vous expliquer un petit peu comment on fonctionne niveau ouvrage d'art au département. Alors, donc le département, c'est de manière globale, pour avoir un référentiel chiffré qui vous permette un petit peu de positionner cette maîtrise d'ouvrage par rapport à vos expériences, c'est 4300 km de route. Je parle vraiment infraroutière parce que j'évite de m'éparpiller dans les infras fluviales ou cyclables, mais bref, 4300 km de route, comprenant 1400 ouvrages d'art, ouvrages d'art au sens ITCOA, c'est-à-dire des ouvertures supérieures ou égales à 2 mètres, jusqu'à un de nos ponts emblématiques, le pont de Saint-Nazaire, qui fait 3,5 km. Parmi ces 1400 ouvrages, pour un peu donner de perspective aussi, on a une quarantaine d'ouvrages qui ont une longueur de plus de 100 mètres et 5 franchissements de Loire sur le département. Ces 5 franchissements sont en fait composés de 7 ponts, puisque certains franchissements franchissent plusieurs bras de la Loire et donc sont composés de 2 ponts. Ces franchissements de Loire, au nombre de 5, comme je le disais, c'est à peu près le plus gros de notre activité en termes de gestion patrimoniale, puisqu'en termes budgétaires, les ouvrages courants ne représentent à peu près que entre 10 et 15% du budget comparé à ce que l'on peut investir sur nos franchissements Loire. C'est des ouvrages complexes qui demandent toute notre attention et notre ouverture sur les aspects technologiques et programmationnels. Dans ce parc de franchissement Loire, on a des ouvrages assez variés. On a des ouvrages aubanais avec le pont Saint-Nazaire. On a des VIPP de l'époque un petit peu complexe des années 70 avec toujours Saint-Nazaire. On a des poncages de la fin du 19e siècle ou des ponts suspendus du milieu du 20e. Tout ça pour mettre en perspective en fait l'ouvrage qu'on va vous présenter, c'est que les ponts de Mauves, on dit bien les ponts de Mauves puisque c'est le franchissement de Mauves composé de 2 ponts, mais c'est un programme qui concerne un de ces ouvrages, un de ces franchissements de Loire sur lequel on a dû programmer une intervention de réhabilitation, sachant que dans le service, nous réalisons plusieurs activités, la conception, construction d'ouvrages neufs, mais aussi la gestion patrimoniale au sens surveillance, programmation des actions d'entretien, diagnostic, entretien de réparation, et puis les programmes de réhabilitation qui sont malheureusement un petit peu une issue qu'on aime moins, puisque c'est généralement des programmes que l'on lance qui sont coûteux et qui arrivent à un moment où les ouvrages ont besoin d'être réinjectés en investissement afin d'éviter des suites malheureuses comme des limitations de tonnage très restrictives ou autres. Donc le contexte, les ponts de Mauves, ce franchissement est composé de 2 ponts. Le grand pont, voilà, de façon très originale, qui fait un peu moins de 600 mètres de long, et puis le pont de la Pinsonnière, qui fait environ 140 mètres de long. Ces 2 ouvrages sont de même typologie, ce sont des poncages de la fin du 19e siècle, donc globalement c'est des poutres-trilles longitudinales avec un contreventement supérieur, inférieur, ce qui lui confère un gabarit géométrique très restreint et une composition d'acier, comme on le sait sur ce genre d'ouvrage, un peu complexe puisqu'on est plutôt sur de l'acier type puddlé, donc avec des approches un peu particulières sur la partie diagnostique. On a un ouvrage qui était classé en 3 puis en 3U pendant plusieurs années avec des actions de maintenance et de surveillance renforcées, voire de la haute surveillance avec de l'instrumentation en continu et une astreinte, jusqu'à intervenir sur ce programme qu'on vous expose ici. Donc un programme qui a été divisé en 2 temps. Un premier temps sur la partie, on va dire, aérienne,
structurelle au sens génie civil traditionnel du terme, et puis une partie, un deuxième temps qui concerne les fondations et les appuis. Alors, j'évite tout de suite les questions qui seront posées. Pourquoi dans cet ordre-là? Il a fallu faire un choix de priorité par rapport à l'urgence des travaux. L'urgence étant plutôt portée, si on raisonnait par partie d'ouvrage, sur la partie aérienne. Donc, on a démarré par cette partie-là avant de s'attaquer à un programme sur les confortements des fondations. Sur ces deux programmes, le premier a fait l'objet donc d'une réhabilitation de la charpente, un remplacement de tablier avec un tablier en BFUP et la création de passerelles mode doux. C'est un programme qui a été réalisé en maîtrise d'œuvre interne et le groupement d'entreprises était porté par Bouygues TPRF en co-traitance avec Roth pour la peinture. La deuxième phase en cours. Cette fois-ci, le montage est un peu différent. La maîtrise d'œuvre est externalisée puisque c'est un groupement porté par CETEC Terrasol en co-traitance avec Biotop et Hydratec pour la partie conception et suivi de travaux. La conduite d'opération est organisée au sein de la maîtrise d'ouvrage, notamment avec Pierre Quentin, et le groupement de travaux dont certains sont représentés dans l'Assemblée, c'est un groupement porté par Souhaitange Bachy avec ETPO en sous-traitance et Gaïa Terre Bleue sur la partie écologue. Et je salue d'ailleurs les deux collaborateurs de Souhaitange Bachy qui sont présents, donc Mehdi Benabari et Antonin Rousseau, qui ont participé activement et qui participent activement à ce projet. Voilà pour le cadrage. Pour la suite, je vais laisser Pierre revenir sur les principes de la première phase en termes de philosophie de travaux, de conception, et puis ensuite vous présenter la phase qui concerne les fondations en cours. Bonjour, Pierre Quentin, donc je travaille dans le service de Thibaut Panetier et au sein de ce service, je pilote l'activité de surveillance, d'entretien et le cas échéant de restauration des franchissements de Loire sur le patrimoine départemental de Loire-Atlantique. Et en l'occurrence, donc, comme le disait Thibaut Panetier, le franchissement constitué des deux ponts de Mauves-sur-Loire, le Grand Pont et le pont de la Pinsonnière. Donc, sans passer trop de temps, parce que c'est pas vraiment l'objet de la présentation d'aujourd'hui, néanmoins, voilà, rappeler très rapidement en quoi consistait la première phase de réhabilitation. Donc, sur ce poncage qui a été décrit, donc avec très limité en termes d'usage, d'une part, alors qu'on était sur un itinéraire balisé par la Loire à vélo. Donc, on avait d'une part, côté élu, une commande assez insistante depuis de nombreuses années d'extraire les vélos de l'intérieur de la cage et leur donner des voies sécurisées. Donc, on a réussi à créer des encorbellements pour les modes doux. Ça, c'est un sujet. Néanmoins, voilà, comme le disait aussi tout à l'heure Thibaut, on avait des grosses pathologies sur la charpente, notamment sur les pièces de pont, donc la structure qui portait le ourdi. Donc on a dû intervenir en priorité sur ces aspects-là. Bon, concrètement, voilà, c'était donc une structure métallique, poncage métallique. Le ourdi était tenu par des boutins de briques qui venaient s'inscrire entre chacune des pièces de pont. Voilà, on avait une interface, une extrémité de voûtin de briques qui laissait passer l'eau, un défaut probable d'étanchéité de l'enrobé. Toujours est-il que nos pièces de pont recevaient de l'eau, étaient pourtant, on avait une portion aérienne de la pièce de pont qui était baignée par l'eau, donc une corrosion active et importante qu'on ne pouvait plus contenir. Donc on s'est résolu à déposer, je fais très rapidement, mais on a évacué les boutins de briques et on a remplacé le ourdi épais par un ourdi très fin en BFUP qui nous a laissé une vingtaine de centimètres entre l'intrado du ourdi BFUP et la partie supérieure des pièces de pont existantes pour substituer, en tout cas faire passer les efforts du ourdi dans une nouvelle pièce de pont qui vient reposer en enjambant les pathologies. Voilà. Et ce faisant, on a pu raccrocher en extrémité et en dehors de la cage des encorbellements. Ça, c'était de manière, en gros trait, la phase 1 de restauration qui nous a permis, de manière plus classique, on a aussi repris la peinture anti-corrosion.
En tout cas, ça nous a permis, ces travaux qui ont duré 9 mois, qui ont été fermés 9 mois en 2020, Covid compris, et ça nous a permis de repartir sereinement et de finaliser un programme de réhabilitation, de confortement des fondations de manière sereine et ordonnée. C'est plutôt l'objet de la présentation à suivre. Donc, les grandes lignes, avant de parler des fondations en tant que telles, c'est aussi de se rappeler quels sont les enjeux de cette opération et de confortement des fondations. Se rappeler, bon, il y a des enjeux techniques et réglementaires, donc se rappeler quand même on œuvre sur un ouvrage qui a 140 ans, donc conçu et réalisé en 1880, donc avec tout ce que ça implique on parlait des matériaux, est-ce qu'on parle d'acier, de fer pudelé, bon, ça c'est la cage, mais on a aussi des inconnus sur les fondations, un historique qu'on verra plus loin, voilà, qui a impacté aussi la vie de l'ouvrage, comment on le découvre, comment on appréhende ça, et puis donc des limitations de conception propres à l'ouvrage. Du point de vue technique, on parle aussi de travaux spéciaux géotechniques. Hein. C'est quand même pas des chantiers très courants. Conforter les fondations, avec la difficulté qu'on ne voit pas ce qu'on fait, c'est difficile à contrôler, à définir aussi le type de confortement qu'on veut. Et puis, du point de vue technique, on s'était engagé, une fois avoir fermé pendant 10 mois le pont pour restaurer les parties aériennes, on s'était engagé vis-à-vis des élus et des usagers à ce que les travaux de fondation soient sans impact sur l'exploitation routière et je dirais pas sans impact sur l'exploitation fluviale, mais en tout cas qui garantissent une continuité d'exploitation fluviale. C'était quand même une contrainte très forte, deux contraintes très fortes également. Et puis du point de vue réglementaire, eh ben, on est quand même, ces ponts de Mauves, ils franchissent la Loire, donc c'est déjà atypique rien qu'en disant ça. Mais du point de vue environnemental et réglementaire, du point de vue environnemental, on est dans un site complètement classé Natura 2000, donc ça implique beaucoup de choses. Il y a la loi sur l'eau qui s'applique. Donc on a des arrêtés préfectoraux qu'il a fallu obtenir avant d'intervenir, hein, suite à beaucoup d'études environnementales notamment. Et puis un petit sujet particulier aussi, parce que donc l'image en bas, on voit sur la gauche de l'image le grand pont de Mauves, et sur la même rive droite, donc si on remonte la culée nord du Grand Pont, on remonte en amont de la Loire sur 200 mètres, et on trouve entouré en jaune la prise d'eau qui alimente tout Nantes Métropole en eau potable. Donc qui va alimenter en l'occurrence l'usine l'usine d'eau potable qui va après distribuer toute l'eau potable à Nantes. Donc, ça a aussi impacté les études réglementaires et l'obtention de l'arrêté préfectoral pour les travaux. C'est loin d'être un sujet anodin. Et puis VNF, forcément, on veut avoir les autorisations d'intervenir. Par une petite illustration des sujets qu'on a pu mettre en œuvre en accompagnement des travaux par rapport à la prise d'eau, c'était s'assurer que nos travaux ne génèrent pas de turbidité, qui seraient amenés à perturber l'exploitation en eau brute au niveau de la prise d'eau. Donc on a une sonde qui se déclenche si jamais on avait un souci, si les travaux généraient des travaux. Alors avec un seuil qui est 3 fois inférieur au seuil lui-même de la turbidité de mise en sécurité de la prise d'eau. Bon, à aucun moment on a dépassé ce seuil, néanmoins, voilà, c'est très important. Et puis, bon, je passe pas dans les détails, mais puisqu'on était on était dans le périmètre de sécurité de la prise d'eau, il y avait des préconisations. On a interrogé un hydrogéologue, voilà, avec des conséquences assez importantes en termes de zones de chantier. Où est-ce qu'on met nos cuves, où est-ce qu'on met le transformateur, est-ce qu'on a le droit de le mettre sur le quai ou pas, enfin, voilà. Avec donc des grosses conséquences de travaux in fine. Et puis ici, ça rentre dans le détail, mais une carte qui laisse à entendre qu'on est que le franchissement intercepte de nombreuses zones sensibles au titre de l'environnement,
euh, et au titre de l'attention réglementaire et environnementale qu'on a dû avoir au montage de l'opération et qu'on doit avoir aujourd'hui en phase travaux. Donc, par exemple, là, c'est des extraits très succincts du diagnostic environnemental, mais donc on a bien zoné, identifié, positionné de manière très, très, très précise toutes les espèces en faune et en flore, avec notamment des alertes et des points particuliers, des espèces protégées il a fallu donc annoncer, faire un dossier d'autorisation réglementaire, donc en amont, dire comment on allait gérer l'Angélique zézestuaire, par exemple, qui est une espèce protégée et très emblématique, à savoir que les exemplaires à mauve c'est les derniers exemplaires, c'est la station la plus en amont sur la Loire à mauve. Donc si voilà, on a vraiment l'ADDTM a un œil très très particulier sur ce chantier vis-à-vis de l'Angélique zézestuaire, par exemple. On a d'autres espèces végétales, des espèces animales, des naïades qu'il a fallu aller pêcher, transplanter. Donc, encore une fois, en phase de préparation et de montage de l'opération, un dialogue nourri et puis attentif avec la DDTM et en montage de dossier pour être crédible vis-à-vis de la DDTM et obtenir l'arrêté préfectoral et en face chantier, être cohérent et bien respecter toutes ces contraintes. Voilà. Autre aspect qui a conditionné aussi la réalisation de notre opération et qu'il a fallu voir en amont et respecter pendant la phase de travaux, c'est tout le contexte dont je vous ai parlé de circulation automobile, puisqu'on on maintient l'exploitation automobile, quasiment 100%. Il n'y a eu quasiment aucune incidence de nos travaux de fondation sur l'exploitation de la voie portée. Il était aussi indispensable de maintenir le passage des vélos maintenant qu'ils ont des modalités de mode d'eau sécurisées et on voit que c'est extrêmement emprunté. Donc, on a fait tout pour que ce soit maintenu. La navigation fluviale a été maintenue également parce qu'il y a des grands enjeux, notamment de tourisme sur la Loire. Voilà. Tout ça, ça a dû conditionner des installations, des implantations de chantier et un planning de travaux. Parce qu'à un moment donné, il a fallu croiser, ce que j'ai pas évoqué ici, c'est aussi l'analyse de la Loire, hein, qui, à cet endroit-là, il y a la Loire avec son débit et sa hauteur qui est quand même très fluctuant au cours de l'année. Et le marnage, on est encore très soumis au marnage sur plusieurs mètres. Dans la même journée, on va avoir la Loire qui peut monter et descendre de plusieurs mètres. Donc en fait, il a fallu croiser le planning d'intervention sur la faisabilité technique. On comprend assez vite qu'on a envie de travailler, de faire les comportements de fondation plutôt à l'étiage, mais il a fallu croiser avec le planning environnemental qui, peu ou prou, on a réussi à faire superposer les phases, les périodes optimales techniquement et les périodes optimales du point de vue environnemental, tout en sachant que c'était la période la pire, par exemple, pour la prise d'eau. Voilà, côté Nantes Métropole, si on avait pu travailler en crue, ils auraient préféré. On a eu de la chance qu'ils ne mettent pas un veto, par exemple, là, on était dans une impossibilité d'enjeu. Passer ces contextes un petit peu généraux, je rentre sur le sujet des fondations. Voilà, quelques images qui illustrent les fondations et ensuite une description de ces fondations. Les images, ici, on vient sur les plans d'époque qu'on a retrouvés ou qui ont été reconstitués, mais sans surprise, en 1880, les appuis, donc la charpente métallique repose sur des appuis maçonnés qui eux-mêmes reposent sur des fondations en pieux bois, donc des piches peints de diamètre entre 30 et 40 cm de diamètre qui ont été foncés dans le lit de la Loire. C'est des pieux flottants qui font 14 mètres de hauteur.
et on n'atteint pas le substratum, donc on travaille presque plus que comme des puits, on travaille presque en inclusion rigide des sols à ces endroits-là. Euh, et, euh, et par-dessus, on a construit, on a levé les maçonneries. Donc, je détaille un peu plus dans la suite comment ça s'est passé. Il y a plusieurs étapes. Donc, on parle d'un ouvrage qui a été construit à la fin du 19e siècle, hein, donc ça induit plusieurs types de modalités de travaux. La première, c'était de se dire qu'en fait, l'idée des constructeurs à l'époque, c'est d'essayer de travailler à sec le plus possible. Donc, ils ont attendu l'étiage des années 1880 où on arrivait quasiment à pied, et c'est presque un gué à cet endroit-là, la Loire. Et donc, à cet endroit-là, ils ont commencé par procéder par un vannage bois, c'est-à-dire presque un rideau de pale planche, un caisson de pale planche en bois, pour pouvoir pomper à l'intérieur et travailler au sec. À l'intérieur de ce rideau de pale planche, ils ont foncé les 41 pieux bois suivant un réseau théorique défini. Alors, ça, c'est la théorie. On n'a pas le plan de récollement, mais on est d'accord, hein. Donc, ça fait partie des inconnus qu'on gère ensuite en travaux. Ensuite, ces pieux bois, ont été comblés, en tout cas la tête des pieux bois ont été comblés dans un massif de béton de chaux pour bien fréter tout ça et puis pour étanchéifier aussi ces têtes de pieux bois. Et par-dessus ces pieux bois, on a positionné, ou les constructeurs à l'époque ont posé un plancher, donc un platelage bois en deux épaisseurs de 2 fois 20 cm. Ça, c'est la théorie. En pratique, on a trouvé des épaisseurs beaucoup plus importantes. Donc, dans les deux sens. Et là, voilà, partant de là, on avait nos fondations et on pouvait travailler, monter les maçonneries au sec. Et puis, une fois le fût de pile construit, le sommier, ils ont lancé la charpente. Voilà un petit peu la conception et l'état des fondations à l'époque, sachant que la Loire avait un fonctionnement assez cyclique, cru l'hiver et étiage pas beaucoup plus bas que ce qu'on voit sur l'image, ce qui supposait que les pieux étaient tout le temps, les parties bois étaient tout le temps sous l'eau. Ce qu'on aime bien, enfin ce qu'on attend en tout cas du comportement de ce type de fondation. Bon, ensuite, ils ont été consolidés par quelques enrochements, parce que bon, il y a quand même un peu de débit, un peu de transport et d'érosion possible. En tout cas, voilà, l'ouvrage, après sa construction, ses fondations a été conçues comme ça, pensées comme ça et construites dans cet esprit, en tout cas. Donc, de 1880 à aujourd'hui, se sont passés près de 140 ans. Ce qu'on a observé, donc voilà, l'ouvrage a vécu un certain nombre de choses, par exemple des crues. Donc, on voit que la crue 1910 est montée quand même très très haut, donc mais l'ouvrage a supporté ces aléas. On a eu des dynamitages et des bombardements de la charpente, voilà, mais avec donc on voit la charpente évidemment. Est-ce qu'il y a eu des impacts sur les fondations? Est-ce qu'il y a des bombes qui sont restées dans l'île de la Loire? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il a fallu explorer, essayer de, 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 de préciser en termes de risque pour aussi permettre de faire un programme complet, puis qu'en phase de chantier, on se pose moins de questions. L'autre aspect, c'est la vie de la Loire aussi, et la modification de la Loire de la main de l'homme pendant le 19e siècle, avec la création d'épis et l'extraction de sable en Loire de manière industrielle, qui a eu pour conséquence de creuser et de faire abaisser l'île de la Loire. Et puis, donc, toutes nos fondations qui étaient protégées et immergées en continu en 1880, on se retrouve en 1970 dans un contexte totalement différent, à l'étiage et plusieurs fois par jour, là, nos parties bois sont émergées. Et puis, on n'a plus du tout de protection. En tout cas, la majeure partie des enrochements sont partis. Donc, il y a eu une première intervention de l'État en 1970 pour refaire une sorte de caisson tout autour à base de pales planches métalliques qui ne sont pas descendues très très bas, mais qui permettaient de faire donc ce que j'appelle, ce que j'aurais peut-être l'occasion de redire plus tard, c'est les crèches. Donc, on a fait un coffret métallique tout autour
avec un peu d'injection, on a mis du matériau pour recombler les vides qu'on aurait pu constater, qui auraient pu être constatés, et puis une dalle béton euh, pour combler, donc pour faire une protection et puis qui refermait, qui nous resécurisait un petit peu sur le moyen long terme. Voilà. Donc on a eu entre-temps d'autres crues, et puis voilà, un peu d'enrochement qui s'en va aussi, qui a été remis, mais qui est reparti quand même de manière assez, assez forte, voilà, et assez marquée. Donc voilà, là c'est une manière de revoir les mêmes photos avant ma description des fondations de ces constructions, mais qui peut-être ont plus de sens une fois. Enfin, c'était l'espoir que, enfin l'idée, on voit la pile tout en haut à gauche ou tout en haut à droite, qui sont des piles finalement qui ressemblent qui n'ont pas beaucoup bougé par rapport, qui n'ont pas été retravaillées depuis la construction. Et puis en bas, les deux photos en bas, où on voit les crèches béton qui ferment un rideau de pale planche métallique, qui ont un rôle de protection, mais qui en même temps vont poser des questions aux concepteurs d'un confortement et aux travaux de confortement, parce que c'est la boîte noire, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc ça nous a mené, quand on a mené l'opération et le programme de restauration et de confortement des fondations, il a fallu mener des diagnostics pour identifier les différents risques. Donc, notamment, on peut citer la mission préliminaire G1 qui a été réalisée par le CEREMA en 2021, qui a qui a eu pour qui a réalisé un diagnostic de précédents diagnostics, qui a fait une synthèse. Dans les années précédentes, on avait quand même mené différents diagnostics pour essayer on les cite un peu plus tard. Mais cette étude de 2021 a eu vraiment un rôle de, de, de synthèse globale qui permettait de faire une vue générale de tous les enjeux et tous les sujets, avec le relevé de pathologie et puis les synthèses de surveillance, des actions de surveillance. Donc, ils se sont basés notamment sur des reconnaissances de fondation par le LRPC des années 1984, des diagnostics de 2002 par du CT, mais aussi des bureaux d'études privés, donc Hydrogéotechnique qui était intervenu en 2011, qui avait notamment, on les avait mandatés, et ils avaient ouvert les crèches béton. Chacune des crèches béton, on avait fait 2 ouvertures en quinconce, une à l'amont côté nord et une à l'aval côté sud, sur chacune des piles, pour aller observer qu'est-ce qu'il y avait sous la crèche en béton, l'état des plâtrages bois, l'état des pieux bois, l'état des bétons chauds, voilà, qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ces boîtes noires, quel était l'état de nos fondations. C'est là qu'on a dû compléter nos diagnostics sur le bois, avec Sixence, voilà, les bathymétries, les suivis de salubité, tout. Le panel classique des diagnostics et actions de surveillance d'un maître d'ouvrage et d'un pilote, d'un gestionnaire de patrimoine. Donc, de manière synthétique, comment on représente l'état de nos fondations donc en 2021, c'est principalement se dire que nos plâtrages bois, les structures bois sont relativement en bon état, sauf quelques points singuliers, mais globalement, ce ne sont pas les points les plus singuliers. Ce qui est très notable, c'est quand même donc des enrochements qui sont insuffisants et qui ne protègent plus suffisamment en termes d'érosion globale de la fondation. Et puis à l'intérieur des fondations, le béton de chaux qui servait de frettage et qui permettait de rendre étanche à l'eau, à l'air, dans nos têtes de pieux, est désormais complètement démobilisé. Le liant, la chaux qui était le liant, s'est complètement dissoute. Donc, c'est vraiment l'enseignement de ce diagnostic. Désormais, nos fondations bois, la partie haute est complètement délavée et n'a plus de rôle, enfin, son rôle structurel et protecteur est absent et donc il faut le reconstituer. Si tu veux passer la diapo suivante, voilà. Alors, quelques exemples en termes de diagnostic. Voilà, quand on allait voir l'état des pieux, quand je vous disais on allait voir toutes les piles et l'état des pieux. Voilà, on a à la fois sur la pile P1, qui est la plus proche au nord,
On a trouvé du bois qui était vraiment en excellent état. Alors, les personnes qui étaient sur place racontent que quand ils ont tronçonné cette portion de platelage, ils ont senti l'odeur du pain fraîchement coupé, en fait, comme s'il avait été positionné hier, quoi. Et sur une autre pile, plus au sud, qui, elle, était dans des conditions beaucoup plus isolées de la Loire, dans une boire qui était peu alimentée, on a vu, au contraire, que voilà, sans surprise, le bois qui était beaucoup moins alimenté en eau, bah, il était en état beaucoup plus dégradé. On a aussi fait des surveillances au titre de levée altimétrique, des bathymétries. On regardait notamment les fosses à l'aval des piles qui encadrent le chenal navigable. Bon, je ne détaille pas nécessairement. Les conclusions générales en fait de ce diagnostic préalable nous renseigner, nous rassurer un petit peu sur, enfin nous renseigner sur l'adéquation entre le type de fondation, de renforcement de sol, comme je disais, et puis le contexte géotechnique du site. Voilà, ça pose pas de problème que nos pieux ne touchent pas le substratum, par exemple. On n'a pas de lentilles, on n'a pas une multitude de lentilles vasardes en dessous dans le millefeuille d'alluvion, donc c'est plutôt bien. On a été rassurés aussi, nous, en termes de gestionnaire, sur les modalités qu'on avait mis en œuvre pour l'entretien et le suivi et l'entretien courant, donc, qui étaient adaptés. Par contre, voilà, si on voulait s'engager, et puis c'est quand même l'objectif du département de s'engager sur une pérennité de l'ouvrage sur le long terme, bah, il fallait des ordres, notamment sur les bétons de chaux. Voilà, un, nécessité nous amener nécessairement vers la nécessité de faire un programme de réhabilitation, en tout cas de confortement. Donc, de quoi il s'agit concrètement, voilà, ce qu'on a, le programme de confortement qui a été, bon, qu'on a porté à l'approbation de nos élus. Alors, les élus, il s'agit bien des élus de deux collectivités, on a deux maîtrises d'ouvrage sur le pont est à la fois au sud côté département. Le Grand Pont et le pont de la Pinsonnière sont départementaux côté sud, mais ils sont sur le territoire de Nantes Métropole au nord. Donc, c'est une opération de confortement qui a été votée par les deux assemblées. Donc ça, je vous parle des éléments amont. Ensuite, on a transformé ce programme de réhabilitation en DCE, en dossier de consultation des entreprises, à la fois pour la partie maîtrise d'œuvre, puisqu'on s'est associé à un maître d'œuvre, et puis, enfin, on a délégué la maîtrise d'œuvre à un maître d'œuvre, à une équipe de maîtrise d'œuvre compétente, hein, que je vous présente plus tard. Et puis, pour les travaux aussi, il a fallu décliner les travaux. Donc, l'idée les objectifs des travaux, alors je les cite après. Donc, avant d'entrer dans les travaux, on a quand même fait une phase d'instrumentation des ouvrages. Notre objectif, c'était d'avoir une image avant travaux, un suivi des travaux, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on va injecter nos fondations, et puis nous confirmer dans le long terme que notre confortement est efficace. Voilà. Donc on a mis en place tout un volet, un dispositif, une batterie d'instrumentation, à la fois en suivi topométrique automatisé avec une station totale, deux stations totales, des inclinomètres, des fissuromètres, et puis un suivi du niveau de la Loire. Je ne détaille pas nécessairement, mais en tout cas, c'est des équipements qui sont actuellement et qui nous permettent de comprendre aussi certaines phases du chantier. Donc, l'objectif des travaux, comme je disais, tel qu'il a été formulé pour les élus, pour le maître d'œuvre et pour l'entreprise, c'était de garantir la pérennité des appuis sur le long terme. Donc là, on souhaite 50 ans de vie supplémentaire à cet ouvrage qu'on a déjà 140. Donc, on souhaitait s'assurer une stabilité des appuis, une protection de ces appuis par rapport au risque d'érosion et d'affoulement. On souhaitait aussi une protection de la base des piles contre les embâcles, et puis s'assurer qu'on ait toujours une bonne transfert
entre la maçonnerie et les têtes de pieux, et éviter donc on savait qu'il y avait des vides à ces endroits-là, donc on voulait voilà. Et puis s'assurer qu'on avait une bonne transmission de reprise de descente de charge, y compris dans les sols sous-jacents. Voilà, comme je disais tout à l'heure, nos diagnostics géotechniques, y compris des sols rencontrés, ne nous ont pas identifié beaucoup de lentilles vasardes, mais on aurait pu avoir des lentilles ou des épaisseurs sous-jacentes interceptées par nos pieux ou sous nos pieux qui nous auraient alertés. À ce moment-là, vous verrez, en fait, on va traiter que la partie haute, mais on aurait pu aussi être amené à traiter beaucoup plus en sous-avant. Donc, le traitement type d'une pile, on a d'abord des travaux préparatoires, d'abord on fait quelques sondages, des observations. Donc là, on va ouvrir la crèche et regarder ce qui se passe. Ensuite, on va essayer de faire ce peu de travail au sec, comme je disais, la Loire est soumise à la marée, donc, et puis on n'est jamais à l'abri d'une crue. Cette année, typiquement, la Loire est très haute. On ne pouvait pas se stationner, les outils ne peuvent pas se stationner sur les dalles en béton des piles qu'on a vues en photo. Donc il a fallu se créer un outil pour être hors d'eau. Donc ça, c'est toute une phase assez particulière et engageante pour l'entreprise. Donc ça s'est réalisé pour chacune des piles. Ensuite, on réalise seulement à ce moment-là la part de confortement. Hein, donc là, c'est les forages. Ensuite, on vient combler, on vient injecter nos fondations avec différentes étapes, différents types d'injections. Injection de barrage plutôt gravitaire et puis injection de traitement sous pression. Et ensuite, on vient vérifier que nos traitements ont été efficaces. Voilà. Donc, ça, c'est la phase de confortement en tant que tel. Et puis, on a une phase de réflexion des existants. Bon, voilà. Après départ des outils d'injection, il faut laisser place propre. Voilà. Donc, par exemple, une illustration des travaux préparatoires. Qu'est-ce qu'on observe une fois qu'on a découpé la dalle? Eh ben, on fait un peu d'archéologie de nos ouvrages. On voit la dalle en béton, on voit le platelage bois avec plutôt en bon état. Hein. Là encore, ce témoignage du maître d'œuvre qui dit que le bois, on l'a découpé et on sentait le pain. Mais en dessous, très vite, on voit le béton de chaux qui est très très désagrégé, qui n'a plus vraiment de consistance. Et puis un mélange de sable. Enfin, en tout cas, le béton de chaux est redevenu un sable de Loire quelque part. Voilà. Et puis, ça c'est quand on ouvre une fenêtre, mais quand on fait des sondages carottés, donc avant travaux, on trouve en fait beaucoup de vide. Hein. Donc on comprend bien qu'en fait sous nos crèches, la tête de nos pieux bois en partie haute, ils sont beaucoup moins protégés. Il y a plus de matériaux qui viennent les enserrer. Et c'est bien là qu'il faut traiter. Donc une petite illustration, la centrale d'injection telle qu'elle était positionnée sur les travaux, notamment l'année dernière. Elle est encore positionnée cette année et on a moins de, enfin, en tout cas, on a plus que 2 piles de ce côté-là de la centrale d'injection. On a une autre centrale d'injection désormais au sud aussi de ce grand pont, avec tous les bacs de décantation, de traitement et puis des conduites d'injection qui courent le long de la passerelle cyclable du pont pour après redescendre sur les piles qui sont traitées. Voilà. Et puis, pour la petite histoire, voilà, il a fallu composer aussi avec la mairie nous, on avait une logique très, très, très opérationnelle de dire il fallait prendre tout le quai disponible, y compris amont et aval du pont. Bon, voilà, la mairie nous a expliqué qu'il y avait un enjeu aussi touristique à mettre le chantier que d'un côté et que à l'amont du pont. Et donc, on a concentré les installations à l'amont du pont. Voilà. Et puis après, voilà, que j'expliquais qu'on travaille au sec. On voit une illustration ici de la plateforme de travail qui a été construite, alors sur une des piles, mais sur toutes les piles, et puis qui a permis de livrer et de donner des espaces de travail sécurisés et exploitables pour la foreuse. Donc là, on parle d'une foreuse de 8 tonnes qui va parcourir, qui va faire un plan de forage, un plan de tir sur toutes les deux côtés et sur les avant-becs de chacune des piles.
Donc des illustrations de la construction de la plateforme. Comment faire une plateforme horizontale et plane sur une dalle béton qui n'a pas été nivelée, qui n'a pas du tout un aspect régulier. Voilà, on fait des plots et puis après, c'est un acheminement de charpente, un peu d'assemblage mécano-soudé pour ensuite mettre un platelage, des garde-corps et travailler en sécurité euh, pour les opérateurs, pour les machines, pour l'acheminement de matériaux. Donc là, on est on est dans des travaux nautiques. Hein. On voit aussi que on, quand bien même on a une plateforme qui a l'air confortable, bah, c'est le seul espace qu'on a. Et une fois qu'on est dessus, on n'a pas de marge. Et pour y accéder, c'est que les moyens nautiques. Des plans de tir donc, ont été le traitement hein, en tant que tel de nos fondations il a été décrit par la maîtrise d'œuvre, reproposé par l'entreprise au titre de cette exécution, avec un visa et une présence forte de la maîtrise d'œuvre, voilà, de compétences nécessaires pour pouvoir réaliser des travaux d'injection efficaces, pérennes, et qui nous donneront un confortement pérenne de notre ouvrage. Donc en violet ici, en fait, oui, je vous expliquais, on a plusieurs types d'injections. On a commencé par une injection en barrage pour essayer encore une fois, de protéger l'environnement et notamment la prise d'eau. Et donc, on a déjà un vannage bois, ensuite des pales planches tout autour, mais on a aussi injecté des matériaux qui permettent de confiner, si besoin était, la zone qui va être traitée à l'intérieur qui va par des injections sous pression. Voilà. Donc ça, c'est les injections, c'est le plan de tir de nos injections. Donc on voit bien, on essaie d'injecter dans les 3 dimensions sous la fondation et tout ça en passant au travers du réseau de pieux qu'on a reconnu en amont en faisant quelques fenêtres, mais effectivement, et à chaque fois, c'est l'opérateur qui va savoir aussi, qui va dire, bah non, il faut que je me repositionne. Donc, le plan de tir théorique sur la diapo d'avant et le plan de tir formalisé, enfin, qu'on comprend un petit peu concrètement ici sur la photo, donc entre l'interface entre la plateforme et puis la crèche béton, et puis la foreuse à l'action. Donc, les confortements, donc, une autre manière de dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est pour plus schématiquement donc les comblements de cavités dans la crèche avec des forages et des injections plutôt gravitaires. Donc, on se crée une barrière et puis on comble les gros vides qui sont manifestes. Il n'y a pas besoin d'injection sous pression. On va aussi combler tous les vides qui peuvent être sous la dalle béton, puisque si le béton de chaud s'est délavé, bah, il y a eu aussi il y a eu des départs de matériaux, il y a eu des tassements. Ensuite, on fait les injections de barrage et le traitement, injection de traitement pour serrer tout ça. Et ça, c'est en bleu, on va traiter tout ça. Et de manière à avoir un massif vraiment homogène, compact et le plus imperméable possible à l'eau et à l'air. Voilà le traitement. Donc, une fois qu'on a les injections, voilà une illustration des injections. Donc, des injections avec des tubes à manchette donc, qui nous permettent de traiter de manière très précise les différentes hauteurs de forage. Hein. Donc, sur chaque forage, on est parti du bas et puis on a injecté donc avec les tubes à manchette. Vous connaissez le principe étant on vient descendre un obturateur qui est protégé en haut et en dessous par des packers, des sacs gonflables qui vont se gonfler quand notre obturateur est arrivé à la profondeur qu'on souhaite traiter. Les sacs se gonflent, on injecte et de cette manière, on injecte uniquement l'ouverture du tube à manchette qu'on veut alimenter. Et comme ça, on remonte progressivement et on est capable de traiter de manière homogène chaque forage et donc toute la pile. Donc avec un passage particulier. Ici, c'est quelques illustrations des
et quelques données chiffrées un petit peu de nos injections, donc entre les différentes les comblements gravitaires, le remplissage, imprégnation. Donc on voit qu'on monte en pression pour avoir de compacter de plus en plus l'intérieur nos fondations, avec des consignes on fait en plusieurs phases, avec des consignes de volume, des consignes de pression, et puis le but étant d'atteindre in fine la répression. En gros, il faut peut-être si tu reviens à la diapo d'avant, il faut avoir en tête que sur chaque pile, on a foré à peu près 600 mètres linéaires de forage, la moitié en barrage, la moitié en traitement. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en fait, on a le taux d'incorporation de 20%, ça veut dire qu'on avait 20% de vide, quelque part. Donc, on a fait ce confortement, il avait un vrai sens, et une fois qu'on aura bien vérifié toute la bonne réalisation de ces injections, on pourra se dire sereinement que l'objectif de pérennité des fondations aura été atteint. Donc, les essais de contrôle, parce que c'est quand même ça qui permet de lever les points d'arrêt de la pérennité, de l'efficacité des traitements. Donc, l'essai de perméabilité. Donc, on met de l'eau et puis on regarde la vitesse de départ de cette eau. Donc, avant, sur la pile P3, par exemple, mais donc avant traitement, on avait l'eau s'échapper à 22, on perdait 22 mm d'eau, de colonne d'eau par seconde. Voilà. Après traitement, l'eau, on n'a pas comblé en béton étanche nos fondations. Néanmoins, l'eau qui part, elle ne part plus qu'à 22 micromètres par seconde. Donc on a bien donné une compacité, on a bien donné quelque chose dans nos fondations. Et les carottes, l'illustration des carottes, donc avant traitement, ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a beaucoup de vide. Après traitement, on voit bien que on a compacté d'un côté, le tube à gauche, par exemple, on voit que le matériau a été compacté. Le tube central, on voit les matériaux de traitement. Donc, on n'a pas non plus injecté et mis des matériaux d'injection partout. On n'a pas baigné de matériaux d'injection nos fondations. En revanche, on a bien là où il y avait des vides, il y a du matériau d'injection, et en même temps, le matériau d'injection a poussé et a pu compacter les matériaux en place pour faire un massif compact. Donc c'est ça qu'on va vérifier. Le budget prévisionnel, je ne sais pas si tu veux conclure dessus, Thibaut. Sinon, oui, alors c'est la dernière slide, merci Pierre, c'est la dernière slide qui va permettre d'ouvrir à discussion là, auprès de l'Assemblée. Un programme qui pour nous a été exotique en fait, parce qu'on est une structure qui est plutôt orientée génie civil structurel. Les travaux spéciaux géotechniques, c'est quand ça sort des fondations classiques, qu'elles soient superficielles ou profondes, mais quand on est sur des travaux comme ça spécifiques technologiques, c'est moins notre dada. Donc, on a eu une programmation qui est un montage avec une maîtrise d'œuvre qui nous a permis d'aller au bout de ce programme. Et en tout cas, le groupement d'entreprises aussi participe grandement à la réussite de ce programme. Et donc, parlant de ce programme, en fait, on peut redécliner les deux phases. On avait une première phase, en fait, qui était autour d'un peu moins de 17 millions d'euros, qui consistait à reprendre toute la charpente, remplacer le tablier par cette structure mixte avec PRS et BFUP. Une seconde phase qui finalement est elle est moins coûteuse que la première phase, pourtant elle est terriblement technologique. Mais donc on était sur un budget, alors quand je dis budget, ce sont des budgets de maîtrise d'ouvrage, là, c'est pas des montants de marché de travaux, ça comprend, au-delà du marché de travaux, ça comprend les prestations qu'on a pris à notre charge à côté de ça, en termes de contrôle extérieur, en termes de diagnostic préalable, les études réglementaires, voilà, l'ensemble des tâches qui incombent à une opération au sens large. Et donc, globalement, ce programme de réhabilitation, c'est un programme à 23 millions d'euros. 23 millions d'euros,
c'est quand même à avoir en tête parce que quand bien même c'est un investissement lourd pour une collectivité, notamment aujourd'hui dans des contextes budgétaires un peu difficiles, mais 23 millions d'euros, si on le compare à un remplacement d'ouvrage, on aurait peut-être pu compter, alors peut-être pas 10 fois plus, mais on serait peut-être monté au moins entre peut-être 70, 80 millions d'euros sur ce type de franchissement. Voilà, ça reste une opportunité, je pense, pour les maîtres d'ouvrage de s'interroger sur le fait que lorsqu'on arrive sur, entre guillemets, une fin de vie théorique d'ouvrage, je rappelle que les ponts vont 140 ans, donc on est au-delà de la durée de vie théorique, c'est opportun de pousser de l'ingénierie sur la partie diagnostic, réparation, parce qu'on peut trouver des solutions. La preuve en est avec ce programme global, on peut trouver des solutions. Les partenaires économiques sont présents pour accompagner aussi les maîtres d'ouvrage. Je parle à la fois des maîtrises d'œuvre, qu'elles soient publiques ou privées, mais aussi et surtout des entreprises qui, en France en tout cas, ont ce savoir-faire et cette intelligence à essayer de répondre aux problèmes de moutons à 5 pattes tout en proposant des objectifs financiers qui répondent au budget. Voilà, c'est une conclusion quelque peu un peu générique, mais sur laquelle je voulais insister parce qu'il me semble important aujourd'hui dans une période où est re-questionné l'état des ponts en France, il y a vraiment un intérêt à faire avec l'existant et pas forcément s'orienter systématiquement vers des solutions coûteuses qui seraient des remplacements. Voilà. Peut-être que tu peux citer l'équipe de maîtrise d'œuvre et puis le groupe en entreprise. Oui, alors j'ai dit au début, mais je peux le répéter effectivement maintenant qu'on est en phase de conclusion. Donc maîtrise d'œuvre, groupement porté par CETEC Terrasol, euh, avec en co-traitance Hydratec pour la partie hydraulique et Biotop sur la partie environnement. Voilà, très bon groupement, des très bons partenaires sur la partie conception et suite de travaux. Et puis, en parlant de bons partenaires, le groupement de travaux, donc Soletanche Bachy, ETPO et Gaïa Terre Bleue, donc un groupement avec qui le chantier se passe très bien dans un planning très contraint, donc on les félicite d'avoir relevé le défi, et voilà, avec une connaissance, une maîtrise technologique qui fait qu'on est assez serein sur les objectifs à remplir avec eux. Voilà, je vous repasse peut-être la parole, Didier, pour la suite. Oui, bah déjà pour vous remercier tous les deux, parce que c'était extrêmement intéressant et donc je suis assez bluffé par la qualité de vos diapos, de la présentation. C'était très, très pro. Je fais mienne votre conclusion. Vous savez qu'à la FGC, on prône beaucoup l'éco-conception sous toutes ses facettes. Et c'est vrai que la rénovation d'ouvrages existants plutôt que d'aller construire des ouvrages neufs et donc forcément de consommer des matières premières ou autres, c'est un des piliers de l'éco-conception. Donc on est bien d'accord et en phase avec vous. Je ne vois pas de questions dans le chat pour l'instant, donc si vous en avez, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, je vous ouvre le micro, je vous passe la parole. Moi j'avais juste une question, c'est si j'ai bien vu, vous avez injecté pratiquement presque 100 mètres cubes par pile, ce qui me paraît énorme. Oui, je confirme. Alors Pierre, tu compléteras si tu veux. Oui, je confirme globalement aujourd'hui le retour d'expérience. Donc c'est des travaux. On n'est pas. On a essayé de synthétiser sur un volet plus pédagogique, mais si on rentre dans le détail, en fait, ces travaux qui s'étalent sur 2 ans, sur 2 étiages, pour faire tout le volume à faire. Et effectivement, quand on fait le bilan là, de l'année dernière, donc l'étiage 2023, et un premier état d'avancement de la reprise des travaux qui a reprise fin juin, début juillet pour cette année, on est sur une moyenne autour de 100 mètres cubes. Ouais, je crois que les pics ont dû atteindre 120 ou 130 mètres cubes et les piles les plus faibles, entre guillemets, en termes de traitement, étaient plutôt autour de 80 mètres cubes. Donc c'est énorme en fait par rapport au volume théorique que comportait le béton de chaux de frettage. Ça veut dire que de base on avait un matériau qui était très poreux et bon voilà la mise sous pression aussi. C'est vrai que là on parle de volume strict, mais euh, il y a des effets qui font que le volume en place, on n'a pas augmenté le volume du massif de frettage, on est bien d'accord. Mais effectivement, Tout à fait. on a injecté, on a beaucoup injecté, on a même un peu plus injecté que ce à quoi on s'attendait en fait en phase conception. Donc vous êtes monté à 8 bars.
8 bars systématiquement ou c'était piloté un peu en fonction des débits injectés et de et de la pression? Ça s'est fait donc en plusieurs étapes, mais oui, l'idée c'était d'atteindre les 8 bars c'était là, c'était in fine la preuve qu'on avait bien atteint, c'était notre objectif. Ouais. D'accord. Alors Et après, donc, c'était piloté aussi, ouais, en temps réel par l'opérateur injecteur, et puis avec un dialogue aussi en direct avec le maître d'œuvre qui était vraiment très présent aussi sur cette phase qui est quand même très fine et très particulière. vous aviez un suivi de nivellement en contrôle? Oui, on avait un suivi de nivellement. Ouais. Alors, il y a une question de Gérard Viossange. J'arrive pas à ouvrir le micro. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Est-ce que tu peux essayer de lever la main, Gérard? Alors moi, je lis les questions. Vous pouvez lire les questions, oui. Donc la question, donc bonjour. Oui, la question c'était de savoir, sans plan reconstitué, comment forer sans intercepter les pieux au vu de leur densité. Effectivement. Et la question était de Oui, savoir si c'est le foreur qui sent le bois et qui se décale. Et oui, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Donc il y a eu des fenêtres de reconnaissance préalables pour essayer d'identifier le réseau de pieux. Euh, mais même comme ça, effectivement, c'est difficile on a intercepté quelques pieux. Euh, donc à chaque fois, peut-être sur les premiers, c'était moins, le fort était surpris. Après, il connaissait bien sa machine et puis donc dès qu'il sentait le bois, il était capable de faire machine arrière et puis de se décaler un petit peu et puis de forer juste à côté. Donc très peu de pieux, quelques pieux interceptés à chaque fois, mais en peu. Et puis on n'a pas cassé de pieux en fait. À chaque fois, on a été capable de revenir en arrière. Euh, voilà. Complète, ce Et que tu dis, Pierre, c'est que sur ce risque-là, en fait, on avait anticipé en phase conception. On savait que ça serait très compliqué pour l'entreprise de pas venir intercepter ponctuellement, quand bien même on avait mis tout ce process en place avec eux. Donc, on avait fait le recalcul, en fait, du fonctionnement, comme le disait Pierre, en fait, on sort clairement de l'Eurocode 7, là, donc il y a plus de sujet de calcul traditionnel en pieux. Donc ça fonctionne plutôt en amélioration de sol, en fait. Et donc on a fait un mix de plusieurs approches géotechniques avec le concepteur et avec un scénario qui visait en fait à retirer quelques pieux. Donc je sais plus si c'était, je crois qu'on avait fait un modèle jusqu'à 2 ou 3 pieux en moins pour vérifier qu'on n'était pas en instabilité théorique. Voilà. alors, ton micro est ouvert, hein, Gérard, si tu veux commenter en direct. Ah, d'accord. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Euh, alors, oui, oui, ben, j'avais une question sur la... Oui, ben, j'ai bien compris. Donc, c'est un risque à prendre. Et puis, dans les calculs, vous prenez une 5% de puits interceptés. Et puis, voilà, c'est ici, ça passe. J'ai bien compris le système. C'est bien. C'est la bonne démarche, je pense. J'avais une question sur les mouvements sous les 8 bars, parce que c'est quand même pas mal. alors Et vous avez répondu. Donc, le pont était instrumenté. Donc, vous avez pu voir ce qui se passait en même temps, quoi. ce qu'on a Parce que, observé, c'est pas tant les 8 bars qui étaient l'injection n'a pas généré de mouvement sur la pile. Les mouvements qu'on a pu observer, pas sur toutes les piles, mais sur une ou deux, c'est quand on a foré. Le forage, on a pu avoir quelques tassements. voilà, c'est ce que Voilà. j'allais dire. Parce qu'en fait, le risque, c'est, il y a quelques incidents qui sont arrivés dernièrement, parce que, par exemple, quand on fore vous savez qu'on utilise des micropieux des fois sur des réparations de façon pas toujours adaptée, et quand on fore les micropieux, justement, on a un moment où on fluidifie beaucoup comment l'environnement Mm. de la fondation, et on a une phase provisoire où c'est vrai, ça a tendance à descendre.
et ça remonte jamais, quoi. Du coup, donc c'est ce que vous avez constaté, je suppose, ça Ouais, on correspond. a constaté. Ah Ouais. ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Donc, faut pas s'inquiéter outre mesure. Bah, c'est pas forcément très. Enfin, ça surprend toujours, hein. Ça surprend, mais il faut s'y attendre, oui, oui, d'accord. Voilà. Oui, Alors après, voilà, le maître d'œuvre, l'équipe de maîtrise d'œuvre a été très attentive et puis avec l'équipe de chantier hein, pour injecter le plus vite possible après le forage. En fait. C'est aussi ça le retour d'expérience. ouais, Euh, travailler. il y a aucun sens non plus à forer et puis à attendre indéfiniment avant de se dire comment on va injecter. Mais voilà, si on peut forer et injecter le lendemain, c'est pas mal. Oui, travailler lentement, quoi. Enfin, faut reboucher vite, mais travailler par phase, par plot, ouais. Bon, c'est bien. Après, j'avais une question, mais je sais pas si vous pourrez répondre. C'est que je suppose que vous avez des descentes de charge classiques sur un pont. Alors, je suis d'accord, on ne travaille pas avec les Eurocode 7 là-dessus, et il faut faire des approches plus empiriques. Et par contre, les puits ont été dimensionnés, je suppose, au frottement latéral, puisqu'ils ne sont pas posés sur du dur, j'ai bien compris. Et est-ce que vous avez pris en compte comme une fondation mixte, l'assise du béton de chaux, si les PL étaient suffisants sous la semelle du béton de chaux reconstitué? Mais vous avez, si j'ai bien compris, de la marge de manœuvre sur les pieux. Le pont ne descend pas, par exemple. Non, Ah ouais, donc c'est bien. Ouais, un d'accord. suivi altimétrique était rassurant. Hein. C'était D'accord. Ouais, ouais, ok. Oui, donc il n'y a pas besoin de t'inquiéter outre mesure. Il y avait Et, une et question. Pardon. et en ce qui concerne les enrochements, donc l'enceinte actuellement extérieure, c'est une enceinte en pale planche métallique. oui. Donc vous avez une belle protection. Ouais. Le, franchement, On peut le même problème, rajouter des enrochements. oui, voilà, le problème qu'on a aujourd'hui, moi je le constate dans beaucoup de pathologies et de beaucoup de gens qui m'appellent, c'est que on n'a pas, on n'a pas su entretenir les enrochements autour des anciens systèmes de vannage Mm. qui protégeaient les bétons de chaux. Et malheureusement, quand ces bois disparaissent, les bétons de chaux se délitent, mais physiquement. Alors là, j'ai vu que vous, ils se sont délités par disparition de la chaux pour se transformer en sable, quoi, c'est ça. Mm, mm. Mais il y a des ouvrages où quand les enrochements partent et que les vannages ben, sont plus protégés par les érosions, le bois s'en va et c'est le béton de chaux carrément qui fait on appelle ça le sablier. Ça fait que petit à petit, c'est assez dangereux, hein. Et malheureusement, on a beaucoup de difficultés avec la loi sur l'eau dans certains domaines de convaincre les gens de remettre des enrochements. En leur expliquant que ces enrochements, ils étaient là au 19e siècle. Ils avaient un usage, quoi, que les anciens avaient compris. Et à chaque fois qu'on dit qu'on va remettre de l'enrochement autour de... C'est très compliqué à faire passer comme message. Je ne sais pas si vous avez d'autres retours, vous. C'est sûr, il y a même des endroits où on cherche à les faire retirer alors qu'ils sont bien utiles. Oh là là, ah ouais. Euh, Voilà, il y avait une intervention de Monsieur Laurent. J'ai ouvert son micro. Oui, je sais pas si vous m'entendez. Oui, Alors, j'ai eu une partie de la réponse, je pense, dans l'échange précédent, mais si j'ai bien compris, enfin, vous avez fait un forage, une injection, un forage, une injection, ou est-ce que c'était un groupe de forage et un groupe d'injection? Et la deuxième question que j'avais, c'est est-ce que vous avez eu peur à un moment, lorsque vous avez fait vos forages sur le pourtour, là, de calfeutrement, je sais plus quel mot vous aviez utilisé, est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur d'enfermer de l'eau, finalement, à l'intérieur là où il y avait le béton de chaux entre les pieux, et finalement avoir difficulté à mettre du coulis dans certains endroits où il y aurait eu des poches d'eau? Est-ce qu'il y a eu des résurgences, par exemple, en partie supérieure au fur et à mesure des injections, etc. Alors, sur le phasage, on a fait par atelier, en fait. Hein. Donc, quand la foreuse était là, on forait. Et ensuite, on a fait la série de forage et ensuite une série d'injections. Voilà. Et après, on a quand même des ouvrages périphériques qui étaient quand même assez perméables à l'eau. Il y avait notamment nos pales planches descendaient pas très très profondément, bah, déjà parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tirants d'air pour faire des grandes pales planches Mm. à l'époque. Et euh, on n'a pas, enfin l'eau ne pouvait pas se piéger, elle était s'évacuer. On a fait des injections gravitaires d'abord pour combler les gros vides. Partant de là,
Alors, on n'a pas, encore une fois, et là, c'est tout aussi l'ingénierie de l'équipe de maîtrise d'œuvre et puis des entreprises. Euh, on leur a laissé faire de la prescription des produits à injecter, mais il s'agissait pas non plus d'injecter encore une fois, on n'a pas injecté du béton euh, étanche qui pèse lourd et qui crée enfin, qui bloque les passages d'eau. Donc, c'est des produits qui ont fait prise de manière assez lente. Enfin, je pense que ça, je sais pas si ça répond à la question, mais et on n'avait pas de crainte de piéger de l'eau en tout cas. Ok. Et est-ce que vous avez fait des séries de pressiométriques après, dans les parties hautes des pieux? Non. Non, parce que je redis un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Nous, le programme, en fait, si je le résume, il n'était pas axé sur la partie résistance, puisqu'en fait, pour deux sujets, le recalcul de l'ouvrage avec voilà, des méthodes paramétriques en s'inspirant de méthodes empiriques, mais aussi de calcul et d'approche scientifique, nous montrait que sur le papier, il n'y avait pas de sujet. Ensuite, on a recroisé ça avec nous, le suivi qu'on a de l'ouvrage depuis plus de 60 ans sur le suivi topométrique de l'ouvrage. Et donc, on n'a pas dans l'histoire de la vie de l'ouvrage des mouvements des appuis. Que ça soit enfin, dans les trois directions. Donc, du coup, nous, on en a déduit qu'il n'y avait pas un sujet de stabilité, ce qui fait que le programme il est très orienté sur, finalement, résoudre le problème de la porosité des bétons chauds. La conséquence, c'est qu'effectivement, on n'a pas mis, dans le cadre de nos contrôles extérieurs, on n'a pas mis d'objectif en termes d'atteinte de résistance avec des essais pressiométriques sur la partie supérieure du massif reconstitué, voilà, si je peux le dire comme ça. Oui, d'accord, mais ouais, je comprends, c'est logique. Oui, oui. Vous n'aviez pas de problème de mouvement et de tassement des Non. fondations, Oui, choses comme ça. c'était la grande crainte qu'on avait au démarrage de ce Ah oui, programme et oui, oui. voilà, la phase conception a permis, comme disait Pierre, toute cette phase de diag et de synthèse des diags nous a permis de reposer les choses calmement et avec ces TechTerraSol et leur modèle de calcul de conclure à cette stabilité et de vraiment mettre l'énergie sur la partie béton chaud. Ouais, très bien. Merci. Bon, je ne vois pas d'autres questions, semble-t-il. Donc, eh bien, c'est le moment de vous remercier encore vivement pour cette présentation vraiment très intéressante qu'on va retrouver donc dans les jours qui viennent sur le site de la FGC en replay. Merci beaucoup à la délégation Grand Ouest d'avoir fait remonter ce sujet. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et donc, rendez-vous le 3 octobre pour la prochaine session des jeudis de la FGC. Et quand vous voulez, sur le site, bien sûr. Et regardez les nombreuses manifestations organisées par toutes les délégations. La rentrée est très chargée, il y a beaucoup de choses, il y en a pour tous les goûts. Merci encore, bonne soirée à tous, au revoir. Merci pour Au l'invitation, bonne revoir. soirée. Merci, au revoir. Au revoir.